Bonjour, vous avez sans doute déjà entendu parler de syndrome de fatigue chronique. C'est un phénomène qui est très fréquent dans notre société. Alors, il est connu quand il atteint des états paroxysmiques, c'est ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement total. Il est très fréquent au sens où c'est quelque chose qui touche énormément de personnes à des degrés divers. C'est aussi quelque chose qui est très peu compréhensible et quelque part souvent bien rejeté. Pourquoi? Parce que ce syndrome de fatigue chronique, quand il touche une personne, eh bien, il met en péril l'idéologie du volontarisme. C'est-à-dire que nous sommes dans une société volontariste, avec pour maxime, quand on veut, on peut. Donc donne-toi les moyens qui fonctionnent au mérite. Tu mérites ou tu ne mérites pas. Si tu fais des efforts, eh bien, tu mériteras une récompense. Et si tu ne fais pas d'efforts, tu ne mérites pas de récompense. Et donc, dès lors, il est très facile de classer les personnes qui sont en épuisement chronique comme simplement des personnes qui ne font pas d'efforts. Et donc, qui méritent bien ce qu'elles vivent ou qui ne méritent pas une récompense en rapport. Alors bon, cette idéologie du mérite et de l'effort, c'est une idéologie qui pour moi est nauséabonde et qui ne correspond absolument pas aux lois de Dieu. Mais hormis ça, c'est surtout une idéologie qui conduit finalement à une marginalisation, une incompréhension profonde des personnes qui vivent ce syndrome. Alors je vais essayer de faire une série de vidéos, de plusieurs vidéos relativement courtes et simples. D'abord pour explorer les conditions qui peuvent amener à ce phénomène de fatigue chronique, c'est-à-dire les deux voies principales, les deux histoires de vie, les deux conditions physiologiques qui vont nous permettre de comprendre pourquoi une personne peut développer ce syndrome de fatigue chronique. Ensuite, on verra simplement comment essayer de répondre au mieux à ce syndrome et comment essayer de sortir de cette situation non pas en masquant les phénomènes, en niant les phénomènes, non pas en stimulant encore et encore quelqu'un qui est épuisé, mais plutôt en opérant une véritable régénération de toute la sphère nerveuse, une régénération de tout ce qui va permettre ensuite de récupérer cette énergie. Et on verra que ça ne s'intéresse pas que aux organes directement concernés. Voilà, vous verrez, ça tournera beaucoup autour des glandes surrénales, mais que ça va concerner le corps en son entier, qu'il y a énormément de parties, de systèmes du corps qui vont être impliqués. Aujourd'hui, je voulais commencer avec ce que j'ai appelé la piste intestinale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette piste intestinale? Il a été remarqué très fréquemment, quand on regarde un petit peu des études, et ça ne va pas vous surprendre, que le syndrome de fatigue chronique est très très souvent corrélé au syndrome IBS, Irritable Bowel Syndrome, donc syndrome de l'intestin irritable. Et ça, c'est un phénomène qui est relativement encore peu connu et peu étudié. Quand on pense fatigue chronique, on dit oui, c'est parce qu'il ne se repose pas assez. C'est malheureusement très peu le cas finalement. Et la majorité, une grande partie en tout cas des cas, répond plutôt à cette piste intestinale que je vais vous présenter. Que se passe-t-il au cours de la vie d'un individu? Un individu naît avec un état des tissus. Alors quand on parle d'état des tissus, d'état inflammatoire des tissus, on va parler avant tout de l'état minéral, du contenu minéral de chaque tissu muqueuse de l'organisme. Ce contenu minéral, cet état des tissus, il est dépendant de ce qu'il va recevoir, ce qu'il aura reçu à sa naissance et sa capacité à le renourrir par la suite. Mais on sait qu'on est bien déterminé par la quantité de minéraux, le pool minéral que l'on reçoit à sa naissance de ses parents. Si nous avons des parents déjà déminéralisés, faibles, enflammés, particulièrement au niveau de la paroi intestinale, de la muqueuse des intestins, qu'est-ce qui se passe? L'enfant obligatoirement démarrera la vie avec une paroi qui sera amoindrie, affaiblie, qui sera beaucoup plus facilement enflammable si elle n'est pas déjà enflammée. Deuxièmement, l'enfant hérite du biote intestinal de sa mère. Alors qu'est-ce que c'est que le biote intestinal? C'est un ensemble de bactéries, de micro-organismes dont le rôle est de faire passer littéralement les nutriments du milieu extérieur. Alors le milieu extérieur, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est véhiculé par les intestins, c'est tout ce qui passe au travers des intestins. Donc passer du milieu extérieur au milieu intérieur, c'est-à-dire le monde du sang, de la lymphe et des cellules. Ce passage-là se fait par l'intermédiaire, un petit peu comme si on jouait au rugby d'une certaine manière, il se fait par l'intermédiaire de tout un ensemble de bactéries, de levures, qui constitue ce qu'on appelle le biote intestinal, qui est bien plus important. Le nombre de microbes et de bactéries dans nos intestins est bien plus important. Je crois que c'est un ordre de 10 fois supérieur au nombre de cellules dans le corps humain dans son entier. Donc vous vous rendez compte de ce pool qu'il y a dans les intestins. Que se passe-t-il assez régulièrement dans notre société?
On démarre avec un capital qui, génération après génération, est relativement de plus en plus faible. Pourquoi? Parce que la déminéralisation va de plus en plus fort, parce que le biote intestinal est de plus en plus lésé, transformé, amoindri par les modifications radicales de notre régime alimentaire, radicales, rapides et délétères qui sont apparues durant les 50, 100 dernières années. Un enfant démarre donc avec une capacité qui est amoindrie par rapport à ses grands-parents, encore amoindrie par rapport à ses arrière-grands-parents. Et puis très rapidement au cours de sa vie, s'il a de la chance, il est nourri avec du lait maternel, donc là tout va bien. Et ensuite très rapidement, eh bien, on va diversifier. Quand on va diversifier, la catastrophe commence. On va déverser dans ses intestins, quotidiennement, à longueur de journée, des aliments qui vont être agressifs, qui sont dits acidifiant. Et cette acidification, elle va venir agresser la paroi intestinale, créant un état inflammatoire. Cet état inflammatoire, il se traduit surtout par un déséquilibre du biote intestinal. Deuxième phénomène qui apparaît corrélé, non seulement il consomme des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui sont acidifiants, et surtout, il consomme des aliments qui sont des cols. Tous les amidons, toutes les céréales qui sont une part prépondérante de notre alimentation. Pourquoi? Parce qu'on a oublié la culture du fruit, on a oublié que nous sommes des mangeurs de fruits par excellence et que notre aliment physiologique normal est le fruit, et on s'est tourné vers la céréale. On a construit des civilisations entières vers la céréale. Et ces céréales, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles contiennent de l'amidon. Elles contiennent des sucres complexes qui sont des véritables cols qui vont venir se coller à la paroi des intestins. Cette colle qui se colle à la paroi des intestins, elle entrave le bon fonctionnement intestinal, elle déséquilibre le biote intestinal. Automatiquement, le corps développe un mécanisme de régulation pour répondre à cette dysbiose, pour répondre à cet état finalement de congestion, de colmatation des intestins. Les intestins doivent être utilisés à la fois en assimilation et en élimination. Il n'est pas possible d'avoir de la colle le long de ces intestins. Et donc on voit se développer une réponse adaptée du corps. Cette réponse adaptée du corps, eh bien, c'est la prolifération particulièrement de champignons, particulièrement d'un champignon en particulier, d'une classe de champignons en particulier qu'on appelle les candidats albicans. Les candidats albicans sont là pour résoudre ce problème de dépôt de colle le long des intestins. Ces candidats albicans, ils mangent effectivement ces cols, mais le problème c'est qu'ils ont aussi des rejets. Et ils rejettent principalement de l'acide urique et de l'acide sulfurique. Acides qui sont relâchés directement au contact de la muqueuse intestinale. Et qu'est-ce qui se passe? Inflammation, inflammation, plus. Donc, aliments acidifiants qui vont venir enflammer la muqueuse et qui vont venir surtout pomper littéralement les minéraux de la muqueuse pour être équilibré, parce qu'un minéral va équilibrer un acide pour former un produit neutre. Rejet acide urique, acide sulfurique lié au candidat albicans présent dans les intestins, agression des deux côtés. Au bout de quelques années de ce traitement, que se passe-t-il? Eh bien, il commence à y avoir un phénomène qui est dit en anglais, si vous allez chercher des renseignements, leaky gut syndrome. Leaky gut, ça veut dire intestin troué, qui fuit. Un intestin qui fuit. Qu'est-ce que c'est qu'un intestin qui fuit? C'est le phénomène qui a été mis en valeur par le professeur Jean Seignalé, qui a été l'un des premiers à le formaliser, qu'on appelle le syndrome d'hyperperméabilité intestinale. J'aime bien le terme anglais de leaky gut, c'est-à-dire la fuite dans les intestins. Ces intestins, normalement, c'est un tuyau, un conduit, dans lequel les aliments vont passer, et il n'y a que le propre à la consommation humaine qui va passer dans le milieu intérieur. C'est tout le rôle du biote intestinal, c'est tout le rôle de la membrane intestinale, qui est à la fois un filtre mécanique, qui est surtout un filtre microbien. C'est son rôle que de séparer le bon du mauvais et de permettre l'assimilation du bon et de bloquer l'entrée du mauvais dans le corps humain. Et on va voir apparaître à force d'inflammation, à force d'agression, un phénomène donc de fuite. Qu'est-ce qui va fuir? C'est qu'il y a des produits qui ne devaient pas passer dans le milieu intérieur qui vont commencer à passer. Et c'est pas pour rien que finalement on voit apparaître chaque fois qu'il y a un syndrome de l'intestin irritable. Alors quand on dit syndrome de l'intestin irritable, quand on dit syndrome inflammatoire des intestins, quand on dit hyperperméabilité intestinale, quand on dit candidose, puisque la candidose conduit immanquablement à ça, quand on dit aussi maladie de Crohn, quand on dit colites diverses, on dit exactement la même chose. C'est juste différentes expressions, différents regards,
liées à des personnes, liées à des histoires particulières, liées aussi à des portions. Si c'est une maladie de Crohn, bon, ça va être plutôt une inflammation au niveau du haut de l'intestin grêle. Si c'est une rectocolite, ça va être plutôt le côlon. Peu importe, l'ensemble est enflammé. Mais tout ça, ça répond exactement à la même situation, au même topo, au même tableau. Ce tableau, c'est agression et phénomène de passage de produits qui n'étaient pas prévus. Et qu'est-ce qu'on va voir dans ce cas-là? Eh bien, on va voir automatiquement dans le corps augmenter la quantité de cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines, ce sont des petits marqueurs pour le système immunitaire qui indiquent que finalement, il y a des produits qui doivent être ciblés et éliminés par le système immunitaire. Alors, ça n'a rien d'étonnant. Effectivement, il y a des produits anormaux qui passent dans la circulation, qui passent dans le sang et dans la lymphe. Automatiquement, ils sont marqués pour que le système immunitaire puisse aller les supprimer. Voir le taux de cytokine dans le corps humain augmenter alors qu'il y a un phénomène de perméabilité intestinale est juste normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le système immunitaire, donc tout le système immunitaire, c'est-à-dire tout le système éliminatif du corps, le système aussi qui va lutter contre l'inflammation, qui est avant tout le système lymphatique, et pas qui va lutter contre l'inflammation, mais qui va lutter contre l'agression de ces agents étrangers, eh bien tout ce système va se mettre en branle. Ce système se met en branle au travers de multiples réactions qui impliquent le système nerveux autonome, parce que où le corps va puiser de l'énergie pour réaliser tous ces phénomènes d'élimination, tous ces phénomènes de traitement des déchets, dans le système nerveux autonome. Il s'ensuit automatiquement une sollicitation, une sursollicitation et surtout une sollicitation permanente du système nerveux autonome. Imaginez que ce système nerveux autonome est tout le système immunitaire du corps qui normalement, eh bien finalement, n'est activé que dans des situations ponctuelles dans lesquelles finalement un agent étranger anormal rentre dans le corps et doit être éliminé. Eh bien ce système va être utilisé de façon chronique, va être stimulé, on va lui demander son action de façon chronique. Or ce système immunitaire, il demande de l'énergie pour son fonctionnement. Il va s'en suivre que la personne va être dans un état d'immunodéfense permanent, d'activation du système immunitaire permanent, ce qui va impacter fortement tout son système nerveux et va venir puiser énormément d'énergie dans le système nerveux autonome. Système nerveux autonome, et plus particulièrement, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur les deux systèmes nerveux. Dans ce système nerveux autonome, il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique est le système nerveux finalement qui a à voir avec tous les phénomènes de lutte ou fuite, de réaction vive. Alors que le système parasympathique a quelque chose à voir avec le système calme, contact, relaxation, anabolisme. Alors que l'autre système a plutôt à voir avec des phénomènes de catabolisme, de destruction. Et ce système nerveux sympathique, donc, qui va être extrêmement sollicité pour répondre à cette demande permanente de lutte contre des agents étrangers qui ne devaient pas rentrer, fonctionne en plus grande partie sur un neurotransmetteur qu'on appelle la noradrénaline, produite par les glandes surrénales. Il va s'en suivre donc automatiquement une sursollicitation de la sphère surrénalienne. Vous comprenez un petit peu le tableau? Finalement, il y a en permanence des produits anormaux qui passent dans la circulation. Alors quand je dis en permanence, c'est vraiment en permanence. C'est pas simplement au moment des repas, c'est tout le temps. Parce que les aliments, ils circulent, ils mettent du temps pour circuler le long de nos intestins. Entre le moment de l'ingestion et le moment où ça sort dans les toilettes, selon les personnes, c'est, allez, au minimum 12-14 heures, c'est 18 heures, pour certains c'est 3 jours, pour certains c'est 10 jours, et là ça devient vraiment catastrophique, mais on va dire en moyenne 16 heures, c'est une moyenne 16-18 heures pour quelqu'un qui a un transit assez rapide, eh bien c'est une moyenne tout à fait normale. C'est-à-dire que ça va être en permanence des aliments qui vont être véhiculés par le côlon et les intestins, et dans lequel finalement il va y avoir passage de matériaux inappropriés, que vous dormiez, que vous mangiez, que vous vous agitiez, il va y avoir passage inapproprié, et donc il va y avoir en permanence stimulation, demande, sollicitation du système immunitaire, de tout ce système immunitaire qui est en plus grande partie le système éliminatif. Vous comprenez que ce système lutte ou fuite, ce système nerveux sympathique qui est sollicité en permanence, va avoir un impact direct sur l'état nerveux de la personne et sur la quantité d'énergie. Quand
le système a encore beaucoup de réserves d'énergie. La réaction immunitaire va pouvoir avoir lieu. Et donc elle va avoir lieu et l'individu va être dans une forme de stress permanent, non pas un stress lié aux sollicitations de son environnement au sens nerveux, c'est pas parce que quelqu'un va le harceler, la personne elle peut être tranquillement assise chez elle, mais il va y avoir un stress, elle est assise dans son fauteuil, il y aura un stress permanent. Pourquoi? Parce qu'il y a des produits anormaux qui passent dans l'organisme, que ces produits sont marqués de cytokines qui vont dire au système immunitaire, attention, élément étranger, tu dois agir. Et donc, il s'ensuit finalement un épuisement permanent de la personne, alors bien même qu'elle ne fait pas d'action qui pourrait conduire à un épuisement vu de l'extérieur. Elle s'auto-intoxique de l'intérieur, elle est en état de toxicité permanente, elle est en état de lutte permanente. Quand je parle de la voie intestinale, de la piste intestinale pour expliquer la fatigue chronique, et bien voilà cette première piste. L'épuisement à terme, puisque ce phénomène finalement de lutte contre les agents étrangers, tant que l'individu a encore un petit peu d'énergie, tant que l'individu a encore un petit peu de force, eh bien, il va pouvoir être possible, et au bout d'un moment, eh bien, ça va s'épuiser. Il ne va plus y avoir de réaction immunitaire possible, et donc à ce moment-là, eh bien, la congestion va augmenter de plus belle. On verra ça dans la troisième partie, certainement, quand on verra un petit peu tout le puzzle se mettre en place. Et donc, c'est un phénomène qui est très étrange et qui est surtout sournois parce qu'on ne le voit pas apparaître. C'est pas une personne qui objectivement aura des contraintes venues de l'extérieur. C'est pas une personne qui objectivement aura eu une vie extrêmement sollicitante sur le plan nerveux. Et on se dit, mais comment cette personne peut être en épuisement? Simplement parce que l'inflammation permanente de ses intestins, parce que le passage de produits anormaux depuis le milieu extérieur jusque dans le milieu intérieur via la paroi intestinale a conduit immanquablement à une sursollicitation du système immunitaire. C'est pas pour déflorer les parties suivantes, mais vous comprendrez bien que tant que le système immunitaire a encore un réservoir d'énergie nerveuse sur lequel s'appuyer, on va pouvoir arriver à éliminer ces produits. On gère tant bien que mal la situation, on gère tant bien que mal ce surafflux de produits toxiques, et puis il va y avoir un moment où le système immunitaire, eh bien, il n'a plus d'énergie nerveuse sur lequel s'appuyer. Pourquoi? Parce qu'on a puisé tous les stocks. Et à ce moment-là, la congestion va augmenter à une vitesse exceptionnelle. Ça va être exponentiel au niveau de la congestion. Alors, la fatigue surrénalienne, l'épuisement nerveux, la fatigue chronique, comme piste intestinale, comme simple résultante d'un état d'intoxication permanent lié à la porosité de la membrane intestinale, lié aux fuites de la membrane intestinale, c'est la première des causes, selon tout ce que j'ai vu au travers de ces années d'expérience, c'est la première des causes de fatigue chronique chez l'individu. Et comme je vous l'ai dit, très sournoise, parce qu'on ne comprend pas chez ces personnes comment il se fait qu'elles puissent être épuisées, alors que finalement, quand on regarde leur histoire de vie, elles n'ont jamais vraiment, non, elles se sont jamais vraiment fatiguées. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Voilà la piste. Alors dans les parties suivantes, nous allons voir la piste nerveuse directe. On va voir surtout comment tout cela s'articule et on va voir aussi comment est-ce qu'on peut y répondre. Parce que c'est bien joli de faire des constatations, de comprendre, mais la compréhension n'a de sens que si après on peut passer à l'action. Il est important de comprendre le phénomène pour bien cibler l'action, pour aller vraiment à la cause des causes, mais ensuite il est temps de passer à l'action. On va s'y employer dans les vidéos suivantes. Belle journée et belle régénération à vous.